Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour cette nouvelle partie de l'examen qui est l'énergétique. Alors, dans cette partie de l'examen, on a décidé de vous poser exactement la même question, voire les mêmes questions en fait, que pour la partie dynamique et cinématique, à savoir, tiens, quelle est la vitesse de ma cabine quand elle est descendue de 5 mètres? Ou si on se met sur l'autre, quelle est la vitesse de la cabine du dessus quand elle est montée de 5 mètres? Les deux sont liés, donc peu importe laquelle on regarde. Alors j'ai renoté un peu toutes les données qu'on avait ici et comme à mon habitude, on va se concentrer sur essayer de développer une méthode qui marche dans tous les cas. Quand on est en énergétique dans notre cas, on va toujours dire qu'il y a un moment 1 et un moment 2, un début et une fin. Et donc le moment 1, c'est ce qui se passe tout ici. C'est ceci le moment 1, c'est quand ma cabine ici est à son point le plus bas, cette cabine-ci est à son point le plus haut. Là j'ai 9,5 tonnes et ici 9,1 tonnes. Et ma poulie est immobile. Et puis, on va avoir un moment 2 qui est ma poulie commence à tourner, ma cabine monte ici, celle-ci descend, et on va regarder ce moment 2 quand j'ai une cabine qui est arrivée là-haut, une cabine qui est descendue en bas, et le tout avec une certaine vitesse. Et donc la première étape, évidemment, quand on est dans un exercice énergétique, est de trouver ces deux moments. On va toujours faire une comparaison d'énergie, une comparaison entre le moment initial et le moment final. Parfois on vous l'impose comme ici, parfois ce sera à vous d'essayer d'estimer ce moment. On pourrait regarder un tir parabolique et se dire bah, le moment initial c'est le moment où je commence à lancer ma pierre, le moment final c'est quand je suis par exemple en haut si je veux trouver la hauteur finale, ou quand je suis arrivé au bout de ma trajectoire si je veux trouver la portée. Bref, très important d'avoir ces deux moments. Si on a conservation de l'énergie, on va donc dire que l'énergie au moment 1 est égale à l'énergie au moment 2. Néanmoins, on peut avoir un travail qui va venir augmenter ou diminuer l'énergie dans mon système. Alors, l'énergie globale est toujours conservée, mais en fonction de ce qu'on regarde, on peut avoir une augmentation ou une déperdition d'énergie. Prenons un exemple. Si je regarde un vélo, mon vélo a de l'énergie au départ, bah si je viens pousser dessus avec mes jambes, je vais augmenter l'énergie cinétique de ce vélo, il va aller de plus en plus vite, je fournis un travail. Par contre, si on regarde tout l'ensemble, l'énergie qu'a gagné mon vélo, c'est de l'énergie que moi je perds. Alors j'en gagne en énergie cinétique, mais je brûle des calories pour ça, et donc l'énergie est toujours bien conservée quand on prend ensemble tous les objets. Pareil, on peut avoir des frottements. Les frottements vont faire perdre de l'énergie à mon système, en termes d'énergie cinétique principalement, mais en fait ça va sans doute le chauffer, lui et le système extérieur, ce qui est aussi une source d'énergie. Pour ça, vous avez un cours d'énergétique au second quadrimestre qui va rentrer bien plus en détail dans tout cela et en particulier dans ce qu'on appelle l'énergie interne. Ici, on se concentre sur la mécanique et l'énergie mécanique, et c'est d'ailleurs dont on va un peu parler maintenant. Première étape pour résoudre un problème d'énergétique, écrire cette équation. Écrire que l'énergie qu'il y a au moment 1, et bien comprendre ce que c'est l'énergie au moment 1, quelle est la situation au moment 1, va être modifiée suite à un travail. Ce travail peut être positif, c'est quelque chose de moteur qui vient augmenter l'énergie, ou négatif, c'est par exemple des frottements. Et ça, c'est égal à l'énergie au moment 2. Qu'est-ce qu'on a vu comme type d'énergie? Eh ben, maintenant qu'on a fait ça, on va être systématique et se dire, ok, mon énergie au moment 1, on va le regarder pour tous les objets de mon système. C'est vraiment important de le faire. L'énergie, on considère à chaque fois tout. Autant pour la dynamique, on aimait bien séparer en plusieurs petites parties, se dire il y a la poulie, il y a ça, et faire les équations du mouvement par objet. Ici, on ne va jamais travailler par objet, on va toujours travailler avec l'ensemble. Ce qui est logique parce qu'on a systématiquement des transferts d'énergie. Si vous prenez un trampoline, vous déformez le trampoline, ce qui fait qu'il va s'étendre et il veut revenir à sa forme initiale et donc vous donnez de l'énergie au trampoline qui vous la donne à vous. Vous montez dans les airs et vous redescendez et ainsi de suite, ce qui fait que vous donnez l'énergie au trampoline qui vous rend votre énergie, puis vous redonnez votre énergie au trampoline et ainsi de suite. Et donc, on ne peut pas résoudre ça juste en regardant le trampoline tout seul. Il faut résoudre ça en prenant tous les objets qui sont en contact. Et donc, ici, qu'est-ce que j'ai comme objet? J'ai donc la poulie, la cabine S comme supérieure,
et la cabine I comme inférieure. Pour rappel, c'est celle-ci qu'on appelle l'inférieure, parce que si on regarde vraiment ça un peu plus en 3D, elle est en dessous, et celle-ci est au-dessus, du moins au début. Et donc pour tous les objets de mon système, je vais chercher la même chose. Là, on a vu plusieurs types d'énergie. Premièrement, est-ce qu'ils ont une énergie potentielle? L'énergie potentielle, c'est la masse fois G fois une certaine hauteur. Alors, l'énergie potentielle, c'est une énergie qui est relative. C'est quoi cette hauteur? Bah, c'est la différence de hauteur entre le début et la fin. Et donc, pour cette partie-là, on va vous demander cette fois-ci de travailler par objet, parce que ça n'a pas de sens de regarder la hauteur d'un objet par rapport à un autre, hein, c'est la hauteur par rapport à lui-même. Est-ce qu'il va monter ou descendre? Et donc, ça revient à regarder pour chaque objet, quelle était sa hauteur à un moment, quelle était sa hauteur à un autre moment. Mon conseil pour vous, on va y aller étape par étape. Premièrement, la poulie. Alors la poulie, ça c'est sa hauteur au moment 1, et ça, c'est sa hauteur au moment 2. Ma poulie, elle va tourner sur elle-même, mais elle ne va pas changer de hauteur. Et donc, comme il n'y a pas de variation de hauteur, on va dire que l'énergie de ma poulie vaut 0 au moment 1, et elle vaut 0 au moment 2. Comment est-ce que je vais noter ça? On va se dire donc au moment 1, l'énergie potentielle de ma poulie au moment 1, je vais l'écrire plutôt comme ça, hop, vaut 0, et l'énergie potentielle de ma poulie au moment 2 vaut 0. Alors en soi, j'aurais pu dire qu'elle valait 3 millions au moment 1 et 3 millions au moment 2, ça ne change strictement rien. Ce qui est important, c'est que c'est la même en fait des deux côtés. Et comme vous allez voir, ça va intervenir de ce côté-ci de l'équation, de ce côté-ci de l'équation. Donc si j'ai 10 d'un côté et 10 de l'autre, ça simplifie, et ainsi de suite. Ok, ma cabine S maintenant. Ma cabine S, si on regarde un peu, elle va être ici au moment 1. Alors habituellement on le met au centre de gravité, donc allez je vais vite le faire au centre de gravité, hop. Et elle va être ici au moment 2. Alors vous voyez qu'ici j'ai une différence de hauteur que je pourrais appeler H. Mon conseil dans ce cas-là, c'est choisissez l'énergie potentielle au moment 2 comme le moment où ça vaut 0, où la hauteur vaut 0. Et alors l'énergie potentielle au moment 1, elle vaut m, g, h. Et donc l'énergie potentielle de ma cabine supérieure au moment 1 vaut mgh. Au début on est en hauteur, on a l'énergie potentielle. Et puis après on descend, on perd cette énergie potentielle qui devient 0. Restera à définir ce que vaut ce h. Et bien ce h, on peut déjà le trouver un peu ici. Qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'on sait que là, j'ai 5 mètres. Puisqu'on sait qu'on va descendre de 5 mètres. Et donc on cherche en fait de quelle hauteur on descend si on se déplace de 5 mètres. Il est là mon h. Ça c'est la hauteur de laquelle on est descendu. Je me suis déplacé selon 5 mètres ici. Et donc je cherche la hauteur h. Mais on connaît un certain angle. On sait que l'angle ici c'est 36,87 degrés. Il y a plusieurs manières de le retrouver. Mais une manière simple de faire, c'est ici on a donc 36,87 degrés, hein, on le voit bien là. Et on voit clairement, comme c'est des angles alternes internes, hein, c'est des angles opposés par le sommet tout simplement, on a ici 36,87 degrés aussi. Et donc si je veux trouver ce h, mon h ici, on voit qu'il est opposé à l'angle. Opposé, c'est dans SO de SOHCAHTOA. Le sinus de 36,87 degrés va être égal au côté opposé, c'est h, sur l'hypoténuse, c'est 5. Et donc on a tout de suite que l'énergie potentielle au moment 1, c'est m g fois 5 de sinus 36,87 degrés. Ça, c'est une première étape. Maintenant, regardons la cabine inférieure. Ma cabine inférieure, on peut regarder aussi son énergie potentielle au moment 1 et son énergie potentielle au moment 2. Regardons comment varie sa hauteur au cours du temps.
À un moment qu'on appelle le moment 1, elle est là, et puis elle va monter pour arriver ici au moment 2. Et donc on voit que sa hauteur varie. Sa hauteur varie d'une certaine hauteur, je vais appeler ça h'. Et donc, encore une fois, le plus simple, c'est de prendre toujours le point le plus bas et dire l'énergie potentielle au point 1 vaut 0. Au point 2, son énergie potentielle augmente d'une hauteur h et donc ça devient mgh'. Alors soyez attentifs, ici on a bien des masses différentes entre la cabine supérieure et la cabine inférieure. Ici c'est donc bien évidemment la masse de la cabine inférieure et là la masse de la cabine supérieure. Faites bien attention que le point 0 est toujours bien celui qui doit être le plus en bas. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle, c'est une énergie qui vient avec la hauteur. Et donc, si je mets une énergie potentielle qui est positive, mgh, c'est plus grand que 0, et donc il doit se trouver au-dessus. Si j'avais inversé, c'est tout à fait possible d'écrire que EP2 vaut 0, alors EP1, il se trouve une hauteur h plus bas, on aurait eu ceci, mais comme on est plus bas, il y a un moins qui vient. Et donc comme le but ici, c'est pas de rentrer dans tous les détails, de savoir faire toutes les choses dans tous les sens, mais d'essayer d'être systématique, moi je vous conseille, pour avoir toujours un mgh positif, de se concentrer en se disant l'énergie potentielle qu'on définit comme 0 est toujours celle au point le plus bas. Et on fait ça par objet. Vous voyez bien qu'ici, j'ai trois niveaux d'énergie potentielle 0 différents. J'ai le niveau d'énergie potentielle 0 ici pour ma poulie. J'ai mon niveau d'énergie potentielle 0 ici pour ma cabine supérieure. Et de même, j'ai mon niveau 0 ici pour ma cabine inférieure. Ça, c'est la partie énergie potentielle. C'est la première étape et c'est en fait un peu la plus complexe parce qu'elle demande d'analyser bien la situation et parfois de faire un peu de trigonométrie. Pareil, vous voyez ici le h', on va pouvoir le retrouver avec exactement la même chose, hein. On a deux pentes parallèles et donc la hauteur h et la hauteur h' vont être la même. Si la cabine supérieure descend de 5 mètres et donc d'une hauteur de 5 fois sin 36, 87 degrés, la cabine supérieure va faire la même chose, les deux chemins sont parallèles et parcourent tous les deux 5 mètres. Et donc on a que EP2 vaut MIG fois 5 sinus de 36,87 degrés. En effet, h' et h, c'est la même chose. Ça, c'est pour mon énergie potentielle, avant et après. On voit que regarder l'énergie potentielle juste avant, ça n'a pas beaucoup de sens, ou l'énergie potentielle juste après, puisque c'est vraiment une énergie qu'on compare. C'est un peu la seule qui est dans ce cas-là, mais c'est un bon réflexe de regarder tout avant, après. Après l'énergie potentielle, on a l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, elle peut être de translation. C'est quand une voiture avance, par exemple, et elle vaut 1,5 m fois la vitesse au carré. Soit de rotation, c'est quand on tourne sur soi-même, et ça vaut 1,5 le moment d'inertie fois la vitesse angulaire au carré. On a exactement la même forme, hein, 1,5 dans les deux cas. La masse et le moment d'inertie, le moment d'inertie c'est l'équivalent de la masse en rotation, c'est à quel point on est dur de tourner. La masse quand on avance, c'est à quel point on est dur d'avancer. Et la vitesse, c'est la vitesse de rotation. Et donc on va se reposer cette question-là. Pour chaque objet, quelle est mon énergie cinétique au début, quelle est mon énergie cinétique à la fin? Et donc l'énergie cinétique de ma poulie au début, au début on est à l'arrêt. On est en train de remplir d'eau mes cabines, et donc on n'a pas d'énergie cinétique. C'est pareil pour tout le monde. L'énergie cinétique de la cabine 1, c'est 0. L'énergie cinétique de la cabine 2, c'est 0 aussi. Que ce soit en translation ou en rotation. Par contre, mon énergie cinétique de rotation vaut aussi 0 partout. Maintenant, quand on arrive au deuxième moment, l'énergie cinétique au deuxième moment, alors pour la poulie, est-ce qu'il y a un demi mv carré? Non, ma poulie n'est pas en train de se déplacer avec une certaine vitesse, elle tourne. Et donc comme elle tourne, elle a plutôt un moment d'inertie qui est entraîné avec une vitesse angulaire. Et donc voici mon énergie cinétique de ma poulie.
Si je regarde l'énergie cinétique de ma cabine supérieure, elle ne tourne pas sur elle-même, par contre elle avance. Elle a donc 1,5 fois la masse de la cabine supérieure fois la vitesse au carré. Et si je regarde maintenant la cabine inférieure, c'est la même chose, elle a une vitesse. Voilà pour l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, on a de la translation et on a de la rotation. Comme le nom l'indique, pour les objets qui tournent sur eux-mêmes, on va employer la rotation. Pour les objets qui vont en ligne droite, la translation. On analyse bien le problème en se demandant, tiens, est-ce que je suis à l'arrêt ou pas? Souvent, vous voyez qu'à un moment, tout est à l'arrêt, hein, c'est un peu plus simple, et puis qu'à un moment, tout bouge. Alors attention, ici on vous dit on cherche la vitesse après 5 mètres, donc on sait qu'on est en mouvement. On peut faire des exercices où c'est sous-entendu que la vitesse est de 0. Par exemple, on pourrait chercher le temps qu'il faut pour une voiture pour s'arrêter. Ben, quand on a l'arrêt, à la fin, l'énergie cinétique vaut 0. Tant qu'on est en train de regarder l'énergie cinétique, notons que ça va pas être très pratique d'avoir ici deux inconnues différentes. La vitesse à la fin, c'est ce qu'on cherche. Donc c'est parfait, ça c'est la vitesse après 5 mètres. Mais la vitesse angulaire, c'est quoi? Alors comme dit précédemment dans les vidéos, il y a toujours un lien entre la rotation d'un objet et les valeurs tangentielles, que ce soit l'angle parcouru, que ce soit la vitesse ou l'accélération tangentielle. Ici, la vitesse tangentielle, qui est la vitesse le long du bord de la poulie, c'est la même vitesse que nos câbles ici qui tirent mes cabines. Et donc on va pouvoir faire le lien en disant qu'il y a un lien entre la vitesse de rotation et la vitesse tangentielle ou la vitesse ici dans ce cas-ci. Ce lien, rappelez-vous si vous avez un peu du mal à vous en souvenir, ici j'ai des mètres par seconde, ici j'ai des radians par seconde. Et donc on voit qu'ici il me manque des mètres, donc il faut multiplier par des mètres. Et dans une poulie, ça semble logique de multiplier par le rayon. Et donc là, on a un lien entre ma vitesse tangentielle et ma vitesse angulaire. Qu'on va pouvoir remplacer, hein. Ici, l'énergie cinétique 2, ce sera 1,5 I. Et puis mon oméga, c'est V sur R. Et donc j'avais oméga carré, ça va être V sur R au carré V carré sur R carré. Nous avons maintenant nos équations pour l'énergie potentielle et l'énergie cinétique qui sont des énergies qu'on va trouver pour tous les objets. Je vous propose de réécrire ça plus proprement et on se retrouve sur le slide suivant. Voilà, les équations ont été reprises. Alors, résumons un peu ce qui s'est passé jusqu'à présent. L'énergie au début va être égale à l'énergie à la fin, plus une variation due au travail. Qu'est-ce qu'on avait à l'énergie au début? Eh bien, on avait juste ça. De fait, qu'est-ce qu'il y a de l'énergie stockée au début? Celle-ci va monter, donc elle va devoir prendre de l'énergie pour monter plus haut. Ça coûte de l'énergie de monter quelque chose en haut d'une montagne, par exemple. La poulie, au début, ne tourne pas ni rien, il n'y a aucune énergie stockée là-dedans. Par contre, cette cabine-ci va descendre naturellement grâce à son poids, grâce à l'énergie potentielle qui est stockée dedans. Et donc, au tout début, l'énergie qu'on a au départ, c'est juste l'énergie potentielle de la cabine supérieure, qui vaut MSGH, et en faisant un peu de trigono, on avait trouvé que H ici, on pouvait le trouver avec SOHCAHTOA, avec le sinus ici, de l'angle. Super. Deuxième chose, on avait vu que à la fin, on aura cette énergie-là. De fait, ma cabine ici va gagner en énergie en montant. Elle gagne de l'énergie potentielle MIGH, et H vaut l'hypoténuse fois le sinus. Mais on ne va pas perdre de l'énergie que pour monter cet objet. Une partie de l'énergie va être perdue, ou du moins transformée en tout cas, en énergie cinétique. Ici c'est simple, tous les objets sont liés, donc tous les objets bougent. On a la cabine inférieure qui monte avec une certaine vitesse, la cabine supérieure qui monte avec la même vitesse, et on a ici l'énergie de rotation qui vaut 1,5 I oméga carré, mais on sait que oméga c'est V sur R.
Et donc j'ai déjà remplacé là. Être capable de faire ce genre d'analyse est crucial. Premièrement, savoir mettre les équations et pour réussir l'examen, mais c'est vraiment un très bon réflexe d'être capable d'analyser une situation complexe en regardant tous les objets dedans et en se disant, ok, très bien, celui-là, sa hauteur change, il monte vers le haut, il va gagner l'énergie potentielle, son énergie au début vaut 0, à la fin ça va être mg fois h, la hauteur qu'il a gagnée. Hauteur qui est toujours bien verticale. Cet objet descend, ok, il avait de l'énergie au début, mgh, et il vient 0 à la fin. Ces objets bougent, ils ont de l'énergie cinétique, soit 1 demi mv carré s'ils bougent en translation, soit 1 demi i oméga carré s'ils bougent en rotation. Et on continue comme ça avec toutes les formes d'énergie qui existent. Typiquement, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais une autre forme d'énergie qu'on aurait pu ajouter, c'est si tout d'un coup, on vient ici compresser un ressort. Alors l'énergie élastique ou l'énergie d'un ressort, c'est 1 demi la constante de raideur de ce ressort, fois à quel point il a été allongé ou comprimé au carré. Prendre ce réflexe de dire j'écris 1 plus oméga plus W pardon, égale E2. Et puis pour chaque objet, venir regarder, ok, est-ce qu'il y a de l'énergie potentielle? Est-ce que sa hauteur change? Si oui, on note pour 1, 2. Ensuite, on regarde s'il y a de l'énergie cinétique de translation. Est-ce qu'il a une vitesse 1 demi mv carré? Est-ce qu'il tourne? Alors on pourrait avoir une énergie cinétique de rotation, 1 demi i oméga carré. Est-ce que c'est un ressort ou un élastique? Si oui, alors il pourrait être comprimé ou allongé, ce serait 1 demi kx carré. Et on pourrait continuer comme ça avec plein d'autres formes d'énergie, mais chance pour vous, on a vu que ces énergies-là en classe, et comme on a vu que celle-là, on sait faire tous les exercices vus dans le cours avec cela. On en verra plus dans le cours d'énergétique, mais pour l'instant, on a de quoi faire avec ça. Comme je vous disais, se poser ces 4 questions pour chaque objet, ça fait que ce genre d'exercice, il n'y a plus de surprise à un moment. C'est tout le temps la même chose. Reste à s'intéresser à un problème, le travail ici. Alors le travail, par définition, c'est l'intégrale du produit scalaire de la force fois le déplacement subi par l'objet qui subit cette force. Pourquoi une intégrale? Parce qu'on pourrait avoir des forces pas constantes. Dans notre cours, les forces sont toujours constantes. Et donc, si la force est constante, ça devient juste égal à la force, qui est une constante, hein. Ou alors ça pourrait être la force moyenne avec laquelle on pousse, ce qui est plutôt notre cas, hein. Produit scalaire avec le déplacement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la force pousse dans le même sens que le déplacement, on aide au déplacement, on augmente la vitesse du système, on augmente son énergie, on a un travail positif. Oui, le produit scalaire, rappelez-vous, c'est F fois D fois le cosinus de θ qu'on va appeler θ est l'angle entre le vecteur F et le vecteur déplacement. Et donc si je vais dans le même sens ma force et mon déplacement, ici j'ai pas d'angle, j'ai un angle de 0 degré. Cosinus de 0 degré ça fait 1, donc si je vais dans le même sens, mon travail c'est F fois D. Si par contre, alors que j'ai avancé vers la gauche, que j'ai une force qui va vers la droite, ça c'est typiquement les frottements qui vont toujours à l'opposé du déplacement. Ici entre les deux flèches, j'ai un angle de 180 degrés. Et cos de 180 c'est moins 1. Et donc dans ce cas-là, cos de moins 1, ça ferait donc que j'ai un travail négatif. Ici j'avais plus FD, là j'ai moins FD. Si je remplace par cos 0 degré, ça fait plus. Si je remplace par 180 degrés, ça fait moins. Ça c'est pour le travail. C'est pour sa définition aussi la plus complète possible. Maintenant, dans votre cas, comme je vous dis, le but ici, c'est pas de savoir faire tous les exercices sur lesquels on tombe, mais d'être le plus préparé en peu de temps pour l'examen. Dans notre cas, c'est assez rare qu'on va vous demander de travailler avec des forces et des déplacements qui font des travaux qui ne soient pas collinéaires, c'est-à-dire que ma force et mon déplacement ne vont pas dans le même sens. Et donc dans votre cas, vous avez vraiment deux situations. Première situation, on a les frottements. Et alors, mon travail est négatif et est purement négatif, hein, on a juste moins la force de frottement fois le déplacement où on frotte. Autre cas de figure, on a un moteur ou quelqu'un qui pousse, etc. Alors mon travail est positif.
Et souvent, on vous donne la valeur. Par exemple, on pousse avec 100 joules. Maintenant, on pourrait pousser avec une force. Hein. Quelqu'un est derrière et vient pousser avec une force. Et alors, ben, ce serait mon travail est égal à la force avec laquelle on pousse fois la distance. Et c'est bien positif puisqu'on vient augmenter l'énergie. Donc, soit vous le faites proprement avec cet angle entre les deux, soit vous vous posez la question, est-ce que j'ai un travail qui a un frottement qui va faire que l'énergie que j'avais au début, je vais en perdre en chaleur, en frottement avec le sol, ou est-ce qu'au contraire, j'ai un objet, j'ai quelqu'un qui vient augmenter l'énergie de mon système, et alors mon travail est positif. Ici, si on regarde un peu l'énoncé, on n'a pas de travail. Ma poulie n'est pas avec un moteur qui actionne la poulie. La seule chose qui nous fait descendre, c'est cette énergie potentielle stockée dans ma cabine supérieure, qui est l'eau qu'on remplit dans la cabine. Et donc, j'ai pas de travail moteur. Par contre, j'ai un travail de frottement. En effet, on a ma poulie qui frotte ici au niveau de son palier. Donc, ma poulie, elle tourne comme ceci. Et elle vient frotter là avec un couple résistif. Et chacun de mes objets qui est en train de descendre a une force de frottement qui l'empêche. Donc ça, c'est chaque fois l'accélération qu'on va avoir. J'ai chaque fois une force de frottement qui vient freiner ce mouvement. Et donc j'ai 3 travaux de frottement. Pourquoi? Parce que j'ai 3 objets qui frottent. Rentrons un peu dans ces détails en regardant ces 3 objets. Commençons simple avec mes cabines. J'ai la cabine supérieure et la cabine inférieure. Et donc, écrivons tout ça. Ici, je vais avoir moins le travail de frottement de la cabine supérieure. Donc mon W, mon travail là, va être égal à ces 3 termes-ci. J'ai aussi moins le travail de frottement de la cabine inférieure et moins le travail de frottement de la poulie. Ça, c'est mes 3 termes. Regardons chaque fois. Ici, donc ça va être moins la force de frottement fois la distance sur laquelle on frotte. Et c'est la force de frottement, je vais l'appeler S de la cabine supérieure, donc c'est celle-là. Ici, j'ai moins la force de frottement de la cabine inférieure fois la distance où on frotte. Et ici, j'ai moins, on a envie de dire la force de frottement, mais j'ai pas une force de frottement, j'ai un couple résistif. Donc j'ai ici un couple résistif. Alors ma force de frottement, c'est en newton. Et ma distance de frottement, c'est en mètres, j'ai donc des newton-mètres ici. Mon couple résistif, c'est déjà des newton-mètres. Un couple, c'est des newton-mètres. Et donc, je ne peux pas rajouter une distance là, ça n'aurait pas de sens, j'aurais des newton-mètres carrés. Et donc, on va essayer d'un peu réfléchir, tiens, c'est quoi l'équivalent de la distance, mais pas avec des unités de mètres, c'est la distance angulaire. C'est l'angle qu'on va parcourir ici. Autant ici, on va frotter sur 5 mètres, et bien, autant ma poulie ici en tournant, il va y avoir des frottements quand cette poulie parcourt un angle qui équivaut à un arc de 5 mètres. Cet angle qui équivaut à un arc de 5 mètres, on va l'appeler θ. Encore une fois, dès qu'on passe en rotation, on passe aux variables de rotation. L'équivalent de la force, c'est le couple résistif. Hein. La force de frottement, c'est le couple résistif. La force, c'est le moment de force. Et l'équivalent de la distance, c'est la distance angulaire. C'est donc le même type de formule, mais on passe juste aux variables angulaires. Tant qu'on en parle, regardons-le un peu. Mon couple résistif, c'est 25. Pourquoi? Parce que l'énoncé nous dit que c'est 25. Que vaut mon angle? Tantôt, on venait de discuter qu'il y avait un lien entre vitesse et vitesse angulaire qui était le rayon. Et on en a déjà discuté dans une autre vidéo. Ce lien, il est pour toutes les variables angulaires, entre l'accélération et l'accélération angulaire. Et c'est pareil, je vais le noter L, la longueur d'arc de cercle, est égale à la position angulaire fois R, à la distance angulaire. Et donc, moi ce que je sais, c'est que ici, comme on le disait, mon L c'est ça. Je parcours 5 mètres. Et je cherche l'angle auquel ça correspond, sachant que j'ai un rayon R. Et donc mon angle, c'est la 5 mètres parcourus divisé par le rayon. Plus j'ai un grand rayon, plus je vais faire mes 5 mètres très rapidement. Et donc j'aurai un petit angle. On peut le noter ici, ce sera donc 5 sur R. Cette partie-là, c'est fait. On vient déjà donc d'un peu en parler. La distance sur laquelle je vais frotter, c'est 5 mètres.
puisque mes objets se déplacent de 5 mètres. Et donc mes D ici, c'est 5 et 5. Reste à définir mes forces de frottement. Ici, on a un mouvement. On a donc un coefficient de frottement cinétique qui est le même pour les deux, qui va être μc fois la réaction normale de la cabine supérieure. On n'oublie pas le moins. Et ici, j'ai μc fois la réaction normale de la cabine inférieure. On voit qu'il y a déjà pas mal de choses là. Je vous rappelle que tout écrire vous donne des points. Et donc déjà le fait d'être remarqué qu'il y a 3 travaux de frottement, c'est des points. Le fait d'écrire que le travail, c'est la force fois la distance, c'est mettre des points. Bien faire attention que mes travaux de frottement sont négatifs avec une force de frottement, c'est encore des points. Et être capable de se rappeler que la force de frottement, si on est en mouvement, c'est μc fois la réaction normale, c'est encore des points. C'est ce qu'on vient de faire ici, pour ces deux-là. Pour celui-là, c'est l'équivalent de ceci, où ça va être moins le couple résistif fois l'angle. Encore des points. Reste à faire une toute dernière étape. Qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? On connaît le coefficient de frottement. Je vais juste rajouter ça ici. Hop. Il faut donc trouver les réactions normales. Pour ça, on va faire un peu de statique. De fait, pour trouver NS, il faut dessiner les forces sur mes objets. Et donc, si je me base sur la cabine supérieure, on peut vite les redessiner. Ma cabine supérieure, elle a son poids qui va toujours l'amener vers le bas. Elle est tirée par une corde, T ici. Elle a une réaction normale comme elle est posée sur le sol. Comme je cherche la force de frottement globale, pas par roue, je vais employer cette réaction normale NS. Et donc, rappelez-vous mes 3 étapes, hein. J'ai mis le poids, j'ai mis mes forces de liaison, et j'ai mis mes réactions aux appuis. C'est donc les seules forces qu'il y a dessus. Qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, c'est NS. NS, on va donc avoir un axe qui est seulement dans sa direction Y, sachant qu'on a l'autre axe qui est dans la direction du mouvement. Et donc NS, il va falloir que je regarde ce qui se passe selon Y pour le trouver. Selon Y, qu'est-ce que j'ai? Selon Y, j'ai pas de mouvement puisque j'ai mis l'axe selon X, selon le mouvement. Et donc je suis en statique. Comme je suis en statique, ça veut dire que la somme des forces selon Y est égale à 0. Et donc, qu'est-ce qui est égal à 0? J'ai NS qui va vers le haut. Et on peut voir ici que j'ai une force qui va vers le bas aussi, qui est la projection de PS selon Y. Et donc, j'ai ici moins PSY. Ce qui nous permet de trouver NS assez rapidement. On l'a déjà fait plusieurs fois dans les autres exercices, hein, donc c'est l'avantage de ce genre d'examen où c'est toujours la même question, c'est que normalement à ce stade-ci, trouver la normale, c'est plus quelque chose qui devrait vous surprendre. On avait vu que mon angle de 36 degrés se retrouve ici, 36,87 degrés, et PSY c'est le côté qui est adjacent à cet angle, donc c'est le cosinus. Donc le cosinus de cet angle, 36,87 degrés, est égal à l'adjacent, c'est-à-dire PSY, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire PS. On a donc ici PS fois cos de 36,87 degrés. De fait, j'ai fait passer PSY de l'autre côté, et PSY, c'est ça par ce kata. Concernant NI, c'est exactement le même raisonnement. La seule différence, c'est que on a NI qui va être moins PIY égale 0. Vous pouvez le voir, hein, j'ai ici NI avec PI ici, et pas oublier ma force de frottement qui est là, mais ma force de frottement, elle ne joue que selon X. Et donc, il n'y a même pas besoin de la regarder. Pareil, plus haut, j'ai été un peu vite, mais j'ai de fait une force de frottement qui vient en plus me freiner, comme ceci. C'est d'ailleurs celle qu'on essaye d'identifier depuis le début, mais elle ne joue pas selon X. Et donc, selon Y, pardon. Je suis juste intéressé par ces forces selon Y.
De fait, hein, ici, il y a aussi une tension, par exemple. Hop, TI. Mais, encore une fois, là, je cherchais juste ce qu'il y avait selon Y. Et donc, on va tomber sur NI est égal à PI fois le cosinus de 36,87 degrés. Je vous laisse faire ce katoa, mais c'est exactement le même raisonnement que tantôt. Avec ça, on a tout ce qu'il faut pour résoudre cet exercice. On a trouvé toutes nos inconnues, et donc il reste à résoudre ça. C'est ce qu'on va faire sur le slide suivant, où je vais réécrire toute cette grande équation en un. C'est la seule difficulté sur les exercices énergétiques qui sont avec beaucoup d'objets comme ici, il y en a 3, c'est qu'au final, ça fait de grosses lignes, avec beaucoup d'éléments. C'est pour cette raison-là qu'avoir une méthode, faire toujours la même chose, aide énormément. Et voilà qui est fait. Reprenons un peu tout ce qu'on a vu. Mon énergie au départ, plus le travail est égal à l'énergie à la fin. Mon énergie au départ, c'était juste cette cabine qui est en hauteur qui va descendre vers le bas. Elle va entraîner une cabine qui va monter et une poulie. Et donc ça, c'est cette partie-là. C'est ma cabine supérieure qui a de l'énergie potentielle avec une hauteur h. De fait, elle va descendre ici de 5 mètres en diagonale. Et nous, on a trouvé h en faisant de la trigonométrie. Ça, c'est bon. Remplaçons par des valeurs. On aurait pu remplacer bien plus tôt. Hein. Et donc ms, c'est 9,5 tonnes. Donc c'est 9500 kg. Petit g, on prend 10 fois 5 fois le sinus de 36. Ça fait 0,6 si vous le tapez à la calculette. Ensuite, cette énergie ne va pas être 100% transférée en énergie potentielle et cinétique. Une partie va être perdue dans des travaux de frottement. En particulier, on avait vu qu'on avait 3 objets, la cabine inférieure, la cabine supérieure et la poulie, et chacun frotte. On a donc ici des frottements de la cabine supérieure, sachant que le travail c'est toujours la force fois la distance, et ici on n'oublie pas le moins car on perd de l'énergie suite au frottement. On a ces frottements qui valent quoi? La force de frottement, qui est une force de frottement cinétique, μc fois la normale. Et on avait trouvé que la normale, si on faisait l'équation de la statique, c'était PS fois cos de 36 degrés, c'était PSY. Et on oubliera la distance qui est de 5 mètres. Donc si je remplace tout ça, j'ai donc moins μc qui vaut 0,0025 donné par l'énoncé, fois le poids de la cabine supérieure. Donc ça c'est 9500 kg, fois 10 c'est ms, fois petit g, fois le cosinus de 36, et ça fait 0,8. Et on n'oublie pas que ça c'est ma force de frottement. On a μc ici, le poids ici, et ici la projection du poids selon y pour donner ns. Et tout ça on frotte pendant 5 mètres. Ça c'est la partie frottement due à la cabine supérieure. La cabine inférieure c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci on ne frotte plus avec 9500 kg, mais avec 9100 kg. Donc si je l'écris, ça donne 0,025, le coefficient, fois 9100, fois 10, fois cos de 36, donc 0,8, fois 5. Ça, c'était pour les frottements de ma cabine inférieure et ma cabine supérieure. Mais on a aussi une poulie qui est entraînée, et en tournant, elle va venir frotter à divers endroits. On a donc un couple résistif qu'on vous donne de 25 Nm. Ça va donc être moins 25 fois l'angle sur lequel on freine. Rappelez-vous, le travail, c'est la force fois le déplacement. Ici, comme on est en frottement, ça va être moins la force fois le déplacement. Mais comme on est en rotation, c'est l'équivalent qui est moins le moment de force, à savoir le couple résistif ici. Et l'équivalent de la force en rotation, c'est le moment de force. L'équivalent de la distance, c'est la distance angulaire. Mais la distance angulaire, on a un lien entre cette distance de 5 mètres qu'on parcourt ici en tournant le long là, qui va être égal à l'angle fois le rayon. Et donc l'angle parcouru quand on fait 5 mètres à cette distance-ci, c'est 5 divisé par r qu'on a là.
fois 5 divisé par R. Alors mon rayon ici c'est 50 cm. 50 cm c'est un demi-mètre, c'est 0,5 mètres. Et là on a fini notre membre de gauche. Ça c'était donc notre énergie au départ. Ça c'est tout ce qu'on va perdre dans des frottements. Et il reste à dire qu'est-ce que ça devient. Ça va donc devenir de l'énergie potentielle. De fait, il y a une grande partie qui va servir à faire monter ça. Et d'ailleurs, c'est le but de ce système, de faire monter la cabine inférieure en haut. Et donc, cette cabine inférieure, elle a une masse de 9100 kg, fois petit g qui vaut 10, hein, donc je suis en train de prendre ce terme-là, fois 5, fois 0,6. Je vais juste tirer une ligne pour qu'on y voit plus clair. Mais, comme on n'est pas encore arrivé en haut, on n'a fait que 5 mètres, ça devrait partir sur une centaine de mètres, eh ben, il y a toute une partie qui est partie en vitesse. Et donc, regardons tout ce qui est parti en vitesse. On a ce 1,5 I V carré sur R carré. Ben, le moment d'inertie, c'est quoi de ma poulie? C'est la vitesse. Ceci, c'est l'énergie cinétique de rotation de ma poulie. J'ai un moment d'inertie qui vaut mr carré. Donc, si je le remplace, ici, j'ai mr carré. Et ça tombe bien, vous voyez que, hop, mes rayons simplifient. Et on tombe sur 1,5 mv carré, exactement la même chose que pour la translation. Alors ceci n'est pas un hasard, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est typiquement parce que toute cette énergie de rotation fait translater le reste à exactement la même vitesse. On n'est pas en train, en plus de se déplacer avec une vitesse, ainsi de suite, 100% tout est converti. Du coup, si je remplace ceci par des chiffres, j'ai donc la masse de la poulie qui vaut 1200 kg. Et donc c'est parti, j'ai 1200 kg ici, fois la vitesse au carré. Je rappelle donc ici j'avais I oméga carré qui est devenu mr carré, ça c'est le moment d'inertie, fois v carré sur r carré, parce que la vitesse angulaire on ne va pas travailler avec, mais r carré se simplifie ici, et donc ça me fait mv carré. Sachant que ici le fait que ça donne pile poil 1,5 mv carré, c'est un hasard. Il y a de fortes chances que ça aurait pu donner par exemple un sixième de mv carré ou un quart de mv carré en fonction de ce moment d'inertie. Si j'avais eu un moment d'inertie plus petit, j'aurais eu moins d'énergie cinétique nécessaire pour faire tourner ça. Continuons. J'ai aussi ces deux termes. Ma cabine supérieure et ma cabine inférieure avancent à une certaine vitesse. Et donc, j'ai ici plus 1,5 la masse supérieure, donc 9500 kg, fois V carré, plus 1,5 la masse inférieure, fois V carré. Reste à taper tout ça à la calculette. C'est un peu long, fastidieux, et donc je le tape à la calculette maintenant, et je vous donne le résultat. Je viens de taper ça à la calculette, et donc tout ceci, ça me donne 282 890. Tout ceci, hein. Et ça, c'est égal à 273 000. Premier constat, plus les termes qui restent de vitesse, ces trois termes-ci. Donc ce 273 000, c'est juste ça. Premier constat, on voit que la majorité de l'énergie ici, qui est disponible, va partir en hauteur. Heureusement, hein, sur 5 mètres, on ne va pas partir comme un bolide, on va avoir une petite vitesse. Ce qui va surtout coûter, c'est de monter cet objet d'où il vient. On remarque aussi que, si on s'était amusé en faisant les détails du calcul, qu'au départ, on avait, si je prends juste ceci, 285 000 joules. Et donc on avait 285 000 joules de disponibles, mais il n'y en a que 282 000 qui vont passer parce qu'on va frotter, c'est tout ce qu'on perd. Et au final, il y en a 273 000 qui sont utilisés pour monter. Que devient le reste? Eh bien, le reste, il va en vitesse dans mes différents objets.
Donc on voit que les trois termes qui restent, que j'ai pas encore calculés, qui sont la poulie, ma cabine supérieure, ma cabine inférieure, ils ont tous chaque fois V carré dedans. Et donc je peux mettre V carré en évidence dedans et dire, le premier terme c'était 1 demi fois 1200. Le deuxième terme c'était 1 demi fois 9500. Et le troisième terme c'était 1 demi fois 9100. On va donc résoudre cette équation. Premièrement, je peux faire 282 890 moins 273 000. Ça va me donner l'énergie qui me reste, qui n'est pas partie en différence d'énergie potentielle. Et donc tout ceci, c'est égal à V carré fois, alors on peut calculer tout ça, et ça nous donne 9900. Et donc si je prends maintenant ma calculette, je vais donc faire 282 890 moins 273 000, le tout divisé par 9900. Si vous vous rendez compte que vous faites souvent des erreurs, par exemple diviser qu'un des deux ou quoi, calculez un maximum avant de faire vos opérations, et ça donne V carré. Alors, 282 890 moins 273 000, ça nous fait 9890. On va donc avoir 9890 divisé sur 9900. Et ça, c'est égal à V carré. Alors, 9890 divisé par 9900, ça nous donne que V carré est égal à 0,99899, etc. Et si on prend donc la racine de ceci, ça nous donne V égale 0,999 et ainsi de suite. Bref, ça nous donne 1 mètre par seconde. Et si vous avez regardé la vidéo précédente, c'était 1 mètre par seconde aussi. Si la vie n'est pas bien faite. Voilà pour cet exercice-ci. Si on résume. Au début, vous arrivez devant une situation où on vous dit employer l'énergétique. Votre premier réflexe doit être de vous dire, ok, je vais bien identifier de quoi on me parle. Quel est le moment initial, quel est le moment final, pour pouvoir écrire que l'énergie initiale plus le travail est égal à l'énergie finale. Ensuite, pour chacun des objets, à savoir donc cette cabine et la poulie, je vais me poser toujours la même question. Énergie potentielle, énergie cinétique de translation, énergie cinétique de rotation, et si jamais on a par exemple un ressort. Et ça pour le moment 1 et pour le moment 2. Et puis je vais regarder les travaux. Est-ce que j'ai quelque chose qui est moteur? Quelque chose qui m'accélère, quelqu'un qui pousse ou quoi? Ou est-ce que j'ai un frein? Alors dans ce cas-là, on a moins F fois D. Alors attention, si j'ai un frein en rotation, plutôt que de parler de force, on va parler de couple résistif et l'angle. On n'oublie pas notre lien entre translation et rotation, qui est toujours le même. Que ce soit l'accélération qui devient l'accélération angulaire, la vitesse qui devient la vitesse angulaire ou la position qui devient la position angulaire, chaque fois ici il me manque des mètres, donc on va venir ajouter, multiplier par le rayon. Oui, parfois ça peut prendre du temps, parfois ça peut être déroutant, parfois ça donne l'impression que l'exercice est très long. Sachez que premièrement, on ne vous demande pas d'aller jusqu'à la résolution 100% finale. Sachez aussi que le plus important, c'est d'être capable d'identifier toutes ces énergies. Et qu'avec un peu d'expérience, au final, c'est très systématique. Est-ce qu'il y a l'énergie potentielle? Est-ce qu'il y a l'énergie cinétique? Est-ce qu'il y a de l'énergie de ressort? Et est-ce qu'il y a des frottements ou quelqu'un qui pousse? Et ce pour chaque objet, avant et après. Et puis, c'est gagné. Voilà qui conclut cette vidéo. Cette fois-ci, j'ai pas vraiment beaucoup plus à rajouter. On a déjà un exercice qui reprend un peu de tout, sauf des ressorts. Mais heureusement, la prochaine vidéo et la dernière question de l'examen parlent de ces ressorts.